Bienvenue à tous et à toutes. Faire toujours le bilan de l'année écoulée afin d'appréhender au mieux les contours de vos projets dans l'année à venir. Fin de citation. Nous démarrerons cette première édition du Grand 7 par cette citation de Mokhtar Keïta. Et cela tombe bien, nous démarrons à peine la nouvelle année 2023. C'est la première semaine, il ne se fait pas tard, vous pouvez encore faire vos bilans. Dans cette édition de votre programme hebdomadaire d'actualité sur Dash News, le maître mot est bilan. 2023 annonce de belles couleurs dans certains pays africains. Dans d'autres, par contre, il faudra serrer la ceinture pour pouvoir atteindre la fin d'année. 2023 livre déjà ses premières actualités dans les pays africains. Les premiers faits de cette nouvelle année qui auront marqué cette première semaine sont décryptés dans cette édition de votre programme. À tout de suite. De retour sur cette antenne, toutes nos excuses pour ces différentes erreurs techniques. Je le disais, c'est une nouvelle émission, c'est une émission New Look et nous sommes en compagnie de notre invité. D'ailleurs, la nouvelle tendance de cette émission voudrait qu'on vous propose une biographie de l'invité que nous recevons cet après-midi. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à écouter son portrait peint par Cédric Tachago. Banda Kani est né le 27 avril 1970 à Douala, au quartier Nouvelle, région du Littoral. Il est le fondateur du parti politique NMP, le nouveau mouvement populaire. Très tôt, le jeune homme d'autrefois est placé face à la réalité de la vie. Après son passage en 1996 à la conception des projets de recherche-action dans les domaines de l'animation sociale, il doit abandonner les études pour prendre soin de sa famille. Il est alors âgé de 14 ans. Banda Kani exerce des petits métiers lui permettant ainsi de joindre les deux bouts en attendant que la vie lui sourie de nouveau. En politique, sa carrière décolle peu à peu, boostée par plusieurs actions. Il crée le C9, Comité des 9 disparus de Bépanda, et organise la mobilisation populaire autour de la dite affaire en mars 2001. Il déclenche et organise les différentes campagnes anti-délestage. Cette campagne va d'ailleurs pousser le gouvernement à engager des initiatives d'envergure pour résorber le déficit énergétique national. En 2011, Banda Kani est candidat déclaré à l'élection présidentielle, mais finalement, il se range du côté du RDPC, le parti au pouvoir, et apporte son soutien au candidat Paul Biya. L'homme politique est âgé de 53 ans, pourtant, le combat continue. Merci à Cédric Tachago pour ce portrait qu'il a peint de notre invité de cet après-midi. Nous sommes bien en compagnie, vous l'aurez compris, du président Banda Kani. Il est le président du parti politique d'opposition, le nouveau mouvement populaire. Nous sommes en compagnie de Banda Kani cet après-midi. C'est un honneur de vous recevoir sur le Grand 7. Eh bien, l'honneur est partagé. C'est la première fois que nous vous voyons en 2023. Nous profitons pour vous souhaiter une excellente année. Et je vous retourne les vœux pour une année 2023 pleine de bonheur, pleine de paix et de sérénité, malgré les augures qui sont inflationnistes. Je voudrais vous souhaiter meilleurs vœux à votre chaîne de télévision, Dash TV, qui est un plateau neuf dans le paysage médiatique, mais qui porte beaucoup d'espoir. Je voudrais saluer vos techniciens, à qui j'ai dit meilleurs vœux, et à vous-même. Voilà, merci de m'avoir invité. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Grand 7. Nous allons immédiatement démarrer les échanges avec nous et nous allons marquer le premier arrêt de ce programme d'actualité cette semaine, bien sûr, au Mali. Le Mali qui a donc été marqué par le retour, cette grâce présidentielle accordée par le colonel Assimi Goïta aux 46 militaires ivoiriens. Ce sont donc des soldats qui ont été graciés. Ils sont arrivés
un peu avant minuit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils sont sortis agitant de petits drapeaux aux couleurs de la Côte d'Ivoire et ont salué un par un le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Ensuite, ce sont donc des scènes de liesse et de retrouvailles selon les différentes images qui nous sont parvenues jusqu'ici. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce reportage que signe Bertrand ici sur cette grâce présidentielle accordée aux 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le décret du colonel Assimi Goïta accorde la grâce présidentielle avec remise totale des peines aux 49 soldats ivoiriens condamnés le 30 décembre dernier à 20 ans de réclusion criminelle. Il s'agit, selon le communiqué lu à la télévision nationale, de marquer l'attachement du gouvernement malien à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier avec la Côte d'Ivoire. Ce dénouement heureux est l'aboutissement de l'engagement personnel et diplomatique du président togolais Faure Gnassingbé, chargé de mener la médiation entre les deux États. Selon des sources proches de la présidence malienne, ce dernier a pratiquement obtenu la grâce présidentielle pour les 49 soldats ivoiriens après un tête-à-tête mercredi avec le colonel Assimi Goïta à Bamako. Il va ensuite prendre la direction de la Côte d'Ivoire pour rencontrer le président Alassane Ouattara et régler les derniers détails. Sur les 49 militaires condamnés la semaine dernière, 3 femmes avaient été libérées en octobre dernier. Et même si aucune information sur leur libération n'est encore disponible, ils retourneront en Côte d'Ivoire dans les prochains jours. Merci à vous, Serge Bertrand ici qui signe donc ce reportage sur le retour des 46 soldats. Au départ, ils étaient 49. Il y a 3 femmes qui ont été libérées quelques mois plus tôt. Depuis ce samedi, donc, les 46 autres soldats ont été libérés du fait de la grâce présidentielle. Je vais vous inviter, Président Bandakani, à un petit exercice au cours de cette émission. Vous avez devant vous des papillons. Vous allez prendre un après un et nous allons commenter sur ces papillons-là. J'ai pris le 7 qui est intitulé « Retour heureux ». Très bien. Nous parlons justement de ce retour heureux, ouais, entre guillemets, de ces 46 soldats ivoiriens. C'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle dans l'ensemble. C'est-à-dire que quand les Africains décident d'être sérieux, ils peuvent régler les problèmes et les régler sérieusement, dans le respect mutuel des différents acteurs impliqués dans le dit problème. Mais ce qu'il faut dégager ici comme leçon, c'est quoi? C'est que l'honnêteté est valable même dans les relations diplomatiques. Cette affaire aurait pu être réglée dès le départ. Si M. Ouattara n'avait pas voulu monter sur ses chevaux alors qu'il a été pris en flagrant délit de mercenariat visant à renverser les institutions d'un pays qui ne lui a rien fait. Parce que vous parlez de soldats, ce ne sont pas des soldats, ce sont des mercenaires. Pour la plupart même... Abidjan a toujours... non, mais c'est fini. Non, ils ont refuté jusqu'à quand? Ils ont fait le tour du monde. Le Mali est resté calme et serré. Ils sont allés à l'ONU, ils sont allés au ciel, ils sont allés voir Dieu au ciel, ils sont descendus. Ils sont revenus à la case de départ. Écoutez le médiateur qui, dès le départ, leur a dit qu'il faut régler ça entre nous, Africains. Je ne suis pas beaucoup intéressé par le président Faure Yadema, mais il faut saluer son action. Il faut le saluer. Et je voudrais saluer l'action du président Faure Yadema sur cette question qui a permis d'éviter le ridicule pour les pays africains en particulier et pour la Côte d'Ivoire. Parce que de quoi est-ce qu'il s'agit? Ce ne sont même pas des mercenaires, ce sont des mercenaires français en plus. Ce sont des mercenaires français. M. Ouattara remuait ses lettres comme ça parce qu'il voulait protéger Paris. Protéger Paris. On a vu comment dans cette affaire, l'ONU s'est ridiculisée, le secrétaire général s'est ridiculisé, disant une chose et son contraire, une chose et son contraire. On a vu les gens se ridiculiser pour revenir à la sagesse. À savoir, au moins, respecter les autorités du Mali, qui dès le départ ont dit que cette affaire, si on veut seulement que vous présentez des excuses. Parce que nous, on tient en compte les intérêts supérieurs de nos deux pays. En Côte d'Ivoire, il y a plein de Maliens en Côte d'Ivoire, plein de Maliens. Et tous ces pays d'Afrique de l'Ouest, pour la plupart, sont des, parlons comme ça, des fragments de l'ancien empire du Mali. On peut dire que c'est la continuité du Mali, historique de l'empire du Mali.
la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, tous ces pays-là, historiquement parlant. Donc... mais après la visite du président togolais, quand même, rien n'augurait une quelconque libération, puisque d'abord les échanges se sont tenus à huis clos. Donc on n'avait pas une idée précise de ce qui se passerait dans les prochains jours. Pour les non-initiés, oui. Mais nous, on savait que ça allait finir comme ça, parce que c'est une grâce présidentielle. Et regardez toute la procédure qui a été suivie pour arriver à ça. La grâce, c'est la grâce, c'est-à-dire que c'est une mesure exceptionnelle du président, la grâce. Ça ne veut pas dire que ce dont on leur reproche est faux. C'est pour ça qu'on a tenu que la justice aille jusqu'au bout, même s'il a fallu passer par des procédures spéciales. Donc, la justice allait jusqu'au bout. Le Mali est resté ferme et constant sur ses positions. Allez demander à M. Ouattara qu'est-ce qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il voulait démontrer. Il faut que ça s'arrête en Afrique. L'Afrique est fatiguée d'avoir des présidents mercenaires, des présidents qui sont à la solde des velléités impérialistes occidentaux, des présidents qui n'ont pas encore pris la mesure des évolutions géopolitiques et générationnelles sur le continent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une affaire qui est emblématique des relations Afrique-Occident. Une fois de plus, d'un côté, un Occident impérialiste, violent, paternaliste, qui peine à se départir de sa mentalité coloniale. Et d'un côté, une mentalité de valet, de sous-préfet de certains présidents, qui eux-mêmes ne voient pas l'envie et ne voient pas les perspectives de leur pays en dehors du prisme dessiné par l'Occident. C'est de ça qui est emblématique. Et enfin, un troisième aspect, la montée de nouvelles générations de dirigeants africains, incarnés par Assimi Goïta, qui ne transigent pas avec la dignité du continent, qui ne transigent pas avec les principes cardinaux de vérité, de respect mutuel. C'est là qu'il s'agit. Alors chacun peut choisir son camp dans l'affaire, mais les choses sont claires. Ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est que le monde entier a vu. D'abord, que l'ONU n'est pas une organisation sérieuse. Son secrétaire général n'est pas sérieux. Il a démontré depuis qu'il n'est pas sérieux. Mais l'hypocrisie diplomatique et les complicités de bas niveau amènent les Africains, certains Africains, à vouloir toujours accorder du sérieux à cette organisation et son secrétaire général. Sur la question du Covid, il a craché sur l'Afrique. Il nous a prédit des millions de morts. On ne sait pas ce qu'on lui a fait. Il a parié sur des millions de morts. Les Africains, comme d'habitude, sont passés dessus. Comme tu as dit que non, c'est sérieux, c'est sérieux. Là, maintenant, il a été pris en flagrant délit. Ces instances opérationnelles disent que non, nous ne connaissons pas ces soldats. Ils n'ont pas agi sous le couvert de l'ONU. Lui, il vient après dire non, il vient démentir. Il pèse son influence pour vouloir infirmer une vérité qui est connue de tous. Il s'est ridiculisé. Le Premier ministre malien, à l'époque, l'adjoint par intérim, M. Abdoulaye Maïga, lui a rappelé ça à la face du monde lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était une honte de voir le secrétaire général de l'ONU être rappelé aussi à l'ordre devant le monde entier. Le Mali n'avait pas le choix. Donc ils ont dandiné, mais ils ont exposé à la face du monde comment une mafia internationale se cache derrière une institution apparemment respectable comme l'ONU pour perpétrer des crimes graves qui relèvent d'un passé honteux de l'histoire des relations internationales. Donc on est là devant la victoire du Mali, la victoire de la fermeté, la victoire de la vérité, mais surtout la victoire d'une fraternité africaine. Lorsque les fils d'Afrique se mettent ensemble et disent, mais écoutons, parlons entre nous, concertons-nous, même si on n'importe quoi, on peut causer entre nous, loin de la pression occidentale, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que il y a des gens qui estiment que le président Faure, c'est l'autre fer au feu des Français. Mais peu importe. C'est bien que ça se termine comme ça. D'accord. Pour les bonnes relations de bon voisinage entre la Côte d'Ivoire et le Mali en particulier et pour l'Afrique en général. On peut quand même s'interroger sur la stratégie du colonel Assimi Goïta. Ça fait exactement 117 jours que ces soldats, on va les appeler soldats, même si vous les appelez par un autre nom, ces soldats sont détenus du côté du Mali. Ils ont eu à passer devant le tribunal de Bamako. Ils ont été condamnés à 20 années de prison. Et puis quelques jours, le colonel fait un communiqué à la télévision nationale et dit vous êtes gracié. Ce n'est pas une contradiction. Les procédures judiciaires ont été respectées. Rappelez-vous que le colonel a toujours insisté, que ce soit devant l'ONU et devant toutes les missions de bons offices qui ont été mobilisées dans le cadre de cette affaire. Vous savez, des missions de chef d'État, des missions de la CEDEAO sont parties. Et chaque fois, ces missions, quand elles sont arrivées sur les lieux, on fermait la bouche. C'était grave. Quand ces missions étaient accueillies, on les a dit, OK, allez parler avec ces soldats, allez voir la réalité. Chacun est rentré. C'était grave, parce que chacun se rendait compte que cette affaire est grave. Et on saluait plutôt la patience des autorités maliennes, leur calme.
vu la gravité des faits qui étaient reprochés à ces mercenaires. Vous persistez à les appeler soldats, non les femmes, sont des mercenaires français. C'est important de rappeler ça. Donc, le Mali a dit à l'ONU, le Mali a dit à tout le monde qui voulait l'entendre que non, cette affaire est judiciaire au regard des crimes qui sont reprochés à ces gens. Le Mali a tenu jusqu'au bout. Quand une action est judiciaire, ça n'empêche pas l'action du chef de l'État en dernière instance. L'action gracieuse, la grâce présidentielle, ça rentre dans la prérogative légale du chef de l'État. Dans tous les pays du monde, la prérogative de la grâce est une institution qui coopère avec les sentences judiciaires. Donc il n'y a pas de contradiction. Mais est-ce que l'intérêt de l'affaire, c'était de rester sur le statu quo? Qu'est-ce que l'Afrique gagnait? Qu'est-ce que le Mali gagnait à la fin? À garder des mercenaires si la cause était déjà entendue. C'est-à-dire que le monde entier a vu que le Mali a dit la vérité. Le monde entier a vu une fois de plus la vérité des relations entre la France et le Cameroun. Même comme on met Ouattara devant, et la France et le Mali. Même comme Ouattara continue son travail de mercenaire, petit chef président, comment dire ça, petit sous-préfet de la France. Donc le monde entier a vu. Et à partir du moment où le monde entier a vu, qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Il y a l'intérêt supérieur de l'Afrique. Il y a l'intérêt supérieur, j'ai dit tout à l'heure, des enjeux de bon voisinage. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de Maliens en Côte d'Ivoire. Oui. Je vous rappelle que les deux pays sont liés. Ils ont des intérêts économiques majeurs au regard d'abord de l'enclavement qui frappe le Mali, enclavement maritime. Vous savez qu'il y a un port important à Abidjan qui sert de première façade de désenclavement du Mali. Toutes les transactions économiques qui entre les différents agents économiques des deux pays, l'intérêt c'était quoi? À la fin, un bon arrangement. On dit qu'un bon arrangement vaut mieux qu'un procès. C'est valable aussi en diplomatie. Donc nous on se réjouit, à la fin on se réjouit de voir que les Africains peuvent parler entre eux, peuvent discuter. Mais on regrette, on aurait pu faire ça dès le début. Si M. Ouattara était descendu de ses gonds très tôt, cette affaire n'aurait pas fait 2 jours. 2 jours. Mais vous savez, les gens sont ce qu'ils sont. Le président Ouattara est ce qu'il est. D'accord. Je vais vous inviter à poser le papillon que vous avez entre les mains et à prendre le prochain papillon pour nous lire ce qu'il y a écrit dessus. Je lis bonne gouvernance. Bonne gouvernance, effectivement, c'est l'une des raisons données par le colonel Assimi Goïta, président du Mali, au sujet donc de la grâce présidentielle. Ce mot d'ailleurs est bien présent dans le communiqué du gouvernement lu à la télévision nationale par le colonel Abdoulaye Maïga. Le colonel Assimi Goïta qui parle donc d'une bonne gouvernance, il est bien dans son rôle. Bien sûr, la bonne gouvernance ici, j'aime pas ce mot, hein. C'est un mot qui est importé, qui nous est imposé. Et qui nous place dans des situations espèces comme vous savez, une gouvernante dans une maison. Quand vous êtes gouvernante dans une maison, gouvernante, ça ne vous appartient pas. Il y a un patron qui voyage, vous gérez les tâches ménagères, vous balayez la maison, vous lavez les draps, vous lavez les marmites. Quand il revient, il regarde, il est content, il vous apprécie. Dans la bonne gouvernance traduit ce rapport que nous avons avec l'Occident. Il y a des points. On nous note comme les enfants. Est-ce que vous gérez bien? Nous, voici les critères de bonne gestion. Pourtant, ceux que nous notons sont les plus mauvais gestionnaires en la matière quand on regarde les pratiques qui ont cours chez eux et dans les relations internationales, dans tous les domaines. Donc, je me méfie de ce mot. Mais bon, comme ce sont des mots consacrés, je fais avec, c'est-à-dire que, pour revenir à votre question, le président Assimi Goïta est clair. Il y a bonne gouvernance parce qu'il a dit que c'est une affaire judiciaire. Il faut respecter les institutions maliennes. Quelles institutions maliennes, les institutions judiciaires maliennes se saisissent d'un dossier, ben, il faut les laisser aller jusqu'au bout. Alors, avant, on lui demandait de faire entrave à la justice et de décider, d'arracher le dossier à la justice et de décider. Il a dit non. En tant que président de la transition, il en a quand même la possibilité. Oui, mais il a dit non. C'est vous qui nous donnez les leçons tous les jours. C'est vous qui nous donnez les leçons tous les jours de bonne gouvernance. Vous nous disiez de respecter la séparation des pouvoirs. Comme si chez eux, même, il y avait séparation de pouvoir. Vous nous demandez de respecter la séparation de pouvoir. Vous nous demandez de respecter l'orthodoxie dans les relations entre l'exécutif et le judiciaire. Mais voilà une affaire, vous demandez d'être des états de droit. Mais comment va-t-on être dans un état de droit? La justice est saisie d'un dossier. Vous me demandez d'aller arracher le dossier à la justice au nom d'intérêts diplomatiques. Il a dit non. Donc c'est une leçon de bonne gouvernance qu'il donne aux donneurs de leçons en la matière. Vous donnez des leçons tous les jours. Moi, j'ai tenu à ça le principe. Il faut que la justice instruise l'affaire jusqu'au bout. Vu l'urgence du dossier, il y a un mécanisme d'urgence. Et ces mécanismes seront déclenchés, comme ce tribunal spécial qui permet de raccourcir les délais pour juger d'une affaire. Et maintenant, les enjeux diplomatiques, les enjeux de coopération
de coopération supérieure entre nos deux pays exige une implication de l'État. Mais cette implication de l'État ne va pas aller en piétinant les normes judiciaires. C'est ça la bonne gouvernance. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Il y a un deuxième volet qui est plus politique, si vous voulez, permettez d'aller là-dessus. Voilà ce qu'on a qualifié de junte. La junte. Paris, la junte. Mais Paris est derrière Ouattara pour supplier la junte. Parce que je vous dis, ces mercenaires-là, ce sont même des légionnaires. Quand vous regardez leur dossier, vous voyez comment les noms des parents n'ont rien à voir avec les noms des enfants. C'est-à-dire que quand on voit les parents, on voit les noms, on voit le nom des descendants, il n'y a rien à voir. Des actes truqués. Donc Paris se cache derrière M. Ouattara, alors que c'est la junte. Mais vous négociez la nuit avec la junte. Vous négociez avec la junte. M. Ouattara a longtemps méprisé la transition malienne. Vous savez que M. Ouattara est très vantard. Et vous savez que les vantards, généralement, sont décomplexés. Mais M. Ouattara est tellement vantard qu'il méprisait le colonel, le petit, il le méprisait parce qu'il a les soutiens occidentaux. Et voilà la réalité. Maintenant, tu as négocié avec le petit colonel. Oui. Tu as reconnu que ce n'est pas une junte. Parce qu'après tout ça, qu'est-ce que vous allez encore dire au régime malien? Vous avez dit qu'il n'est pas légitime? Vous venez de le légitimer. Vous venez de reconnaître qu'il est le vrai pouvoir. À travers les différentes négociations. Mais c'est ça aussi le génie d'Assimi Goïta. C'était aussi une opération de légitimation internationale. L'ONU vous gueulez, vous dites que ok, c'est pas légitime. Ok. Comment vous venez négocier alors avec un régime qui est légitime? C'est la base de quoi? On ne parle pas avec une junte. On ne peut pas laisser les mercenaires, puisque, en fait, d'après vous, il n'y a pas de régime au Mali, donc il n'y a même pas un interlocuteur en face. Vous voyez comment il y a certaines pratiques qui peuvent triompher pour un temps, mais à la fin, la vérité triomphe. Tout ça, c'est ridicule. Donc, c'est le régime du Mali qui soit vainqueur. Que le président Ouattara est à l'aéroport et veut retourner une honte en victoire, c'est son habitude. Mais les choses sont claires. Les choses sont claires. Le monde entier a vu comment un régime est resté imperturbable. Le président Assimi Goïta est resté imperturbable. Les pressions de ce qu'on appelle CEDEAO, drôle d'organisation sous-régionale, qui fait honte à l'Afrique, les pressions sont restées sans effet sur le régime malien. Toutes les pressions du monde, ils sont restés fermes. Et ça s'est dénoué à leur avantage. Enfin, et nous parlons justement le monde entier président voit Badakani. qu'au Mali, on a un régime sérieux. C'est un régime sérieux. On ne cesse pas d'être sérieux parce qu'on rappelle à la France de se comporter décemment. On ne cesse pas d'être un gouvernement sérieux parce qu'on lutte contre les crimes de la France. Parce qu'on dit, respectez-nous, le respect est mutuel. Nous sommes des États comme vous. Dès qu'on rappelle ça à Paris, Paris et ses agents locaux disent que non, c'est un régime extrémiste, il n'est pas fréquentable. Attention, le monde ne s'arrête pas à Paris. Le monde est trop grand pour s'arrêter à Paris, Marie-Yvonne. Le monde est trop grand pour s'arrêter à l'Europe et à l'Occident. L'Occident, c'est une province dans le monde. C'est une région du monde. On peut se passer de ça. Justement, ce n'est pas notre souhait. Il faut de bonnes relations diplomatiques, mais dans l'autonomie et le respect mutuel. Vous avez évoqué tout à l'heure la CEDEAO. Je vais vous inviter, Bandakani, à prendre le prochain papillon. Oui, je pense que je me trompe pas, c'est le 9. C'est ça? C'est bien cela. Je lis indignation. Indignation, c'est le mot que vous avez lu. Et le gouvernement de transition malien s'est donc indigné, une fois de plus, on pourrait le dire ainsi, hein, de la position de la CEDEAO, notamment de son président Sissoko Embalo Umaro, dans la gestion de cette crise qui a posé un ultimatum au Mali. La CEDEAO qui avait donc posé un ultimatum au Mali exigeant la libération immédiate des soldats ivoiriens. On se rappelle bien de ce communiqué de la CEDEAO à l'intention des autorités de transition maliennes. La CEDEAO qui marquerait donc, une fois de plus, sa légèreté vis-à-vis de la prise des décisions au Mali. Vous êtes gentil. La CEDEAO, c'est quoi? C'est quand même l'organisation sous-régionale. Non, c'est le papier hygiénique de M. Macron. Quand il a fini d'aller aux toilettes, il s'en sert. Vous savez, c'est drôle pour l'Afrique, mais nos présidents ne sont pas respectables. Vous voulez me les respecter, vous n'allez pas les respecter. Le comportement de la CEDEAO depuis le début de cette crise, depuis la crise dans le Sahel, fait pleurer. Tous ces dirigeants-là, quand vous vous asseyez, vous dites, OK, donnons-leur un peu du respect. Mais quand vous voyez leurs actes, vous voyez même un vieillard comme le type du Ghana, vous voulez respecter son âge. Mais les actes que ces gens-là posent vous amènent à dire que ce sont des vauriens. C'est une honte. Tous les Africains sont... je ne dirais pas déçus, sont stomaqués, permettez-moi l'expression, devant le comportement d'une telle organisation. Ils reçoivent les ordres de Paris, matin, midi, soir, on les appelle, on dit faites ça, ils courent, ne faites pas ça, ils ne font plus, allez le faire, c'est comme vous avez dit de ne pas faire hier, faites ça aujourd'hui, ils font, mais allez, faites le contraire de ce que vous avez fait aujourd'hui, ils font honte.
Et là, il faut saluer l'action pédagogique du régime malien, qui passe sa fermeté à déshabiller un cache-sexe qui a fait rêver les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Quand nous, on leur disait que c'est n'importe quoi, ils ne croyaient pas. Maintenant, tout le monde a vu que c'est une organisation qu'il faut dissoudre. Ça ne sert absolument à rien, la CEDEAO. C'est un danger pour le continent africain, parce que maintenant, ils veulent créer une force anti-putsch. C'est ridicule de voir ces gens comme ça. Les pays membres de la CEDEAO s'écroulent sous le feu des terroristes. Ils n'ont jamais réagi. Même pas une réunion. Même matin, ils se réveillent pour dire que non, il faut une force anti-putsch. Parce que la sous-région peut disparaître pourvu qu'il reste président. Oui. Donc maintenant, le problème de ça, c'est que non, il y a des coups d'État. Mais ces coups d'État sont la conséquence directe de la vénalité de ces régimes, de leur inconsistance à tout point de vue. Et c'est d'ailleurs l'appel que le colonel Abdoulaye Maïga a fait à la CEDEAO, s'assurer de la sécurité et de la suppression du terrorisme. C'est de ça qu'il s'agit, c'est l'enjeu. Mais ça ne les intéresse pas. Comme ils sont tous des Parisiens, c'est-à-dire chacun cherche d'abord à avoir le satisfait de Paris, de l'Union européenne. C'est-à-dire quitte à détruire son pays, quitte à vendre son pays. Prenons le cas du Ghana. Les turifères de ce qu'on appelle le système anglo-saxon n'ont pas cessé de nous dire qu'il y a un modèle anglo-saxon en Afrique. Et la colonisation anglaise était différente de celle de la France, parce qu'il y avait l'indirect rôle. Mais nous, on dit tout ça, c'est la même chose. La colonisation, c'est la colonisation. Ça ne veut rien dire. Regardez le Ghana aujourd'hui. C'est la risée du monde. À cause de quoi? Excusez-moi du terme, de quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il est président. Regarde ce qu'il fait. Il va dans un sommet. Au lieu de défendre les intérêts de dossiers ghanéens, il va faire le Congo-Ça. Vous savez qu'au Cameroun, Congo-Ça veut dire la calomnie. On ne lui a rien demandé. Il commence à calomnier le Burkina Faso. Et quand le sommet finit, il vient dire que non. Ce que j'ai dit là, vraiment, c'est rien. Je n'ai pas dit ça, vraiment. Non, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas écouter ça. Ça ne fait pas sérieux, Madame Dongo. Ça ne fait pas sérieux ce genre de comportement. Il faut que nos dirigeants deviennent sérieux. Il faut que les Africains deviennent sérieux. Et on est sérieux quand on respecte le pays qu'on représente, quand on sait défendre les intérêts de son pays, quand on sait gérer les contraintes internationales intelligemment, pas transformer les contraintes en soumission, en allégeance. Et même pour ne rien recevoir après qu'on fait allégeance. On est fatigué de ça. Donc, il y en a bien un colonel Abdoulaye Maïga qui a marqué, qu'il a repris trois fois. Il a dit, depuis le 14 janvier 2022, le Mali n'est plus dans la liste des pays intimidables. Clair et net. Il a repris 3 fois. C'est clair et net. Qui n'est pas fier de voir ça? Le régime malien a posé des actes qui nous ont tous rendus fiers. Vous savez, la dignité, ça ne se vend pas, Madame Dongo. Vous pouvez avoir tout l'or du monde, tout l'argent du monde. Si on ne vous respecte pas, ça ne vaut rien. La dignité, c'est un bien immatériel qui ne se vend pas. Ça vaut tout l'or du monde. Eh bien, les actes du régime malien nous ont donné à chaque Africain de la dignité. On est fiers de ça. Et les bonnes routes, parce que les gens nous disent que oui, M. Ouattara a construit les routes et les ponts. Ça fait rire. Mais le colon construisait les ponts, non, c'est nouveau. Et il y a tous les ponts du monde. Mais si on vous méprise, parce qu'on sait comment vous faites pour construire les ponts. On sait que les ponts, là, c'est pour, comment dire ça, c'est pour bonifier le transfert de vos richesses à l'étranger. Quand on sait que ces routes-là, c'est pour bonifier, c'est pour booster le transfert de vos richesses à l'étranger. On rit de vous. Mais ce que Toura dit, c'est pour ça qu'il est entré dans l'histoire, que je préfère être pauvre et être digne que d'être dans un semblant de prospérité et être un esclave. Il a payé cher, mais il est entré dans l'histoire. Parce que ça ne se vend pas, la dignité. Ça ne se vend pas, l'honneur. Et le régime du Mali nous a donné, nous a remis notre honneur à travers un certain ensemble d'actes qui nous ont fait plaisir. Écoutez bien, il ne s'agit pas de faire de l'esbrouf, hein. Il ne s'agit pas de faire une espèce de lyrisme, de la fierté, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a des choses qu'on ne négocie pas. Lorsque les gens dépassent les lignes, lorsqu'en face de vous, on vous considère comme rien du tout, il faut rappeler à celui qui est en face que ce qu'il pense est faux. C'est ça la dignité. Et le Mali a su nous redonner ce plaisir. D'accord. Je vais vous inviter à prendre le dernier papillon que vous avez à votre disposition et vous nous lisez ce qui est écrit dessus. Faire son job. Très bien. C'est d'ailleurs l'appel du Mali, je le disais tout à l'heure, c'est l'appel que le Mali a lancé à la CEDEAO à la fin du communiqué lu à la télévision nationale par le colonel Abdoulaye Maïga. Il a dit que la CEDEAO devrait s'assurer de la sécurité et de la suppression des groupes djihadistes dans la sous-région, la réduction de la famine et de la pauvreté, au lieu de venir s'impliquer dans des affaires de relations bilatérales. Ce serait donc une organisation dont les pays n'attendent plus rien? Bien sûr. Elle s'est autodétruite. Elle n'était déjà rien, hein, pour ceux qui sont un peu informés.
Ça faisait partie de ce type de montage institutionnel qu'on impose aux Africains pour nous étrangler sur le plan diplomatique. Vous voyez actuellement, les Américains découvrent qu'on n'a pas de place à l'ONU. Ils nous font un siège. Ils découvrent, hein, ils découvrent. Ça dit, depuis, vous ne savez pas ça. Ils découvrent qu'il faut amener l'Union africaine au G20. Mais qu'est-ce que l'Union africaine va faire au G20 alors qu'il y a des États africains sont là? Vous voyez très bien le type de montage qu'on est en train de faire. Cette Union africaine, par exemple, ses salaires son fonctionnement à 70% est financé par qui? Par l'Union européenne. Comment vous avez une institution qui est la vôtre et le financement vient d'ailleurs? Vous voyez? C'est pareil pour la CEDEAO. Ce sont des montages inspirés par des tuteurs étrangers qui en réalité, n'est-ce pas, sont des chevaux de Troie pour nous recoloniser. Vous voyez, c'est pour nous recoloniser. Donc, la CEDEAO, nous espérons qu'elle va renaître. Elle va renaître de ses erreurs, de ces, comment on dit ça, de ces dérapages que tout le monde a constatés. On espère. Mais on dit souvent que comme tu es né, c'est comme ça que tu vas grandir. Est-ce que nous sommes en train de rêver d'une résurrection de la CEDEAO? C'est notre souhait. Mais en l'état, tous les Africains ont compris, et en particulier ceux d'Afrique de l'Ouest, que cette organisation est dangereuse pour la sous-région et il faut tout faire, n'est-ce pas, pour la neutraliser. D'accord. Et est-ce qu'on peut quand même espérer que la relation bilatérale entre le Mali et la Côte d'Ivoire, vous faisiez mention déjà il y a quelques minutes des relations entre les deux pays. D'ailleurs, le président Alassane Ouattara a bien dit dans son discours, lorsqu'il accueillait ses 46 soldats, que les relations peuvent donc de nouveau reprendre avec le Mali. Est-ce qu'on peut espérer que cela n'ait pas altéré quelque peu les relations entre les deux pays? Non, M. Ouattara n'est pas sérieux. Le banditisme d'État ne peut pas devenir une norme. Ça, c'est du banditisme d'État. Après, vous venez faire comme si vous venez blanchir ça. Les pratiques de M. Ouattara dans la sous-région sont inacceptables. Il n'est pas le président de la sous-région, il n'est pas le président de la sous-région, mais il exerce de fait, il veut exercer de fait une mandature de grand chef de la sous-région parce qu'il a aux ordres d'un petit garçon à l'Élysée. C'est inacceptable. C'est ça le problème. Ce serait donc des déclarations qui ne valent pas... Démagogiques. Mais qu'allaient faire ces mercenaires au Mali, Madame Dongo? Ils allaient faire quoi? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Renverser les institutions. Des soldats? Non, ce ne sont pas des soldats, ce sont des mercenaires. C'est établi, hein? Il n'y a aucun langage diplomatique qui va changer ça. Nous, on n'est plus dans cette langue de bois, c'est fini là. Donc, ils veulent... C'est-à-dire, on t'attrape en flagrant délit, ta main, comment on dit ça, ta main dans la marmite en train de voler la viande, tu prends des grands airs, mais tu es un voleur de viande, c'est tout. Tu es beau être président, on dit que monsieur, tu es un voleur de viande. Un président qui vole la viande, c'est un président voleur de viande. Ça, c'est un président putschiste. Il arrive au pouvoir par un coup d'État, par un putsch, en tuant des milliers de personnes, portées par la communauté internationale de criminels. C'est leur tradition. Maintenant, ils veulent blanchir ça. Ils blanchissent, ils prennent de grandes relations. Écoutez, vous savez, en France, le Mali vous dit, chacun sait désormais que le Mali n'est pas intimidable. M. Ouattara a retenu la leçon. Vous savez, c'est lui qui nous disait, dans un audio qui a fuité avec son compère, un ancien Premier ministre, de même genre, que la Russie ne vaut rien, le Mali va tomber dans 2 jours, ça ne vaut rien. Vous voyez, quels étaient les critères, quels étaient les éléments sur lesquels s'appuyait le plus grand économiste du monde entier? Puisque M. Ouattara, c'est le plus grand économiste du ciel et de la terre. Il s'appuyait sur quoi? Les faits démontrent qu'il ne comprend rien en économie. Tout ce qu'il a dit là, c'était du vent. Il faut à un moment donné qu'on devienne sérieux. Si M. Ouattara a compris qu'être valet de Paris n'apporte rien, Paris n'a pas pu renverser le régime du Mali. L'ONU et tout l'Occident réunis n'ont pas pu faire tomber le régime du Mali. À M. Ouattara de tirer des leçons et de comprendre qu'il y a une nouvelle donne dans la sous-région. Il y a un multipartenariat stratégique désormais qui a remplacé l'unipartenariat historique qui consacrait la domination de la France dans la sous-région. C'est fini. C'est fini. Il doit apprendre à vivre avec ça. D'accord. En tout cas, nous resterons, Bandakani, à l'écoute des prochains développements au Mali et surtout du côté de la Côte d'Ivoire. Nous allons marquer un autre arrêt dans le cadre de cette édition du Grand 7. Nous allons marquer un arrêt
au Cameroun. Je le disais déjà, nous sommes en début d'année, c'est une nouvelle année 2023. Et comme toutes les fins d'année, le président de la République, Paul Biya, a donc fait le bilan de l'année 2022. Un discours de plus de 10 pages, rempli d'annonces pour la nouvelle année, mais également fait de bilan dans les différents secteurs d'activité. Nous allons donc nous exercer dans cette autre partie de cette émission à passer en revue ce discours tout en commentant les grandes lignes et surtout les premières incidences que nous voyons déjà depuis le début de cette année. Je ne sais pas, mais j'ai envie encore de vous souhaiter une fois de plus bonne année. Merci. Bandakani. Merci. Avec toutes les hausses prix des frais d'électricité, hausse de frais de terme de passeport, on a envie de se poser la question, va-t-on arriver en décembre 2023? Oui, on va arriver. On va arriver parce que, vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, hein, l'inflation, c'est la caractéristique majeure des économies néocoloniales. C'est quoi l'inflation? Si on sort du discours technico-rationnel, des fanfaronnades des ministres de Yaoundé, si on laisse cette démagogie techniciste, c'est quoi l'inflation? L'inflation est simplement la différence entre le fait que nos pays sont pillés depuis près de 600 ans, sont pillés, et que nos besoins augmentant, le pillage empêche de satisfaire ces besoins. C'est cela qu'il s'agit. C'est-à-dire, l'inflation est la manifestation dans notre niveau de vie du pillage, n'est-ce pas, de nos économies, par une division internationale du travail qui s'est faite contre nous et sans nous, que nous impose pas la violence. Et ça ne dépend pas du président. Vous remplacez le président Biya par n'importe quel président, c'est comme ça. C'est ce que nous dénonçons. Donc, c'est vrai que ce fait-là ne nous empêche pas de nous attarder sur les dysfonctionnements, les incompétences locales. Et justement, je vais vous inviter à prendre le premier papillon de cette série. Oui, je vois là, c'est l'inflation. Inflation, bien sûr, c'est le mot utilisé par le président de la République qui, j'ai envie de vous lire ce petit extrait de son discours. Il dit donc qu'en dépit de ce contexte difficile, notre économie a su s'adapter à la conjoncture internationale en faisant preuve, une fois encore, de résilience. Son taux de croissance a enregistré une légère progression, se situant autour de 3,8% contre 3,6% en 2021. Il continue, le président de la République, Paul Biya, il dit « L'inflation est restée raisonnable, bien en dessous de la moyenne mondiale. L'accès aux intrants a été garanti, permettant ainsi de poursuivre les activités de production et on connaît bien la suite. L'inflation a donc été maîtrisée pour le chef de l'État en 2022. Bon, je ne veux pas reprendre le mot du chef de l'État, je ne suis pas président. Je suis un acteur politique qui essaie de ne pas m'enfermer dans des contraintes que subit le président. De quoi est-ce qu'il s'agit? La situation que nous vivons dans les pays africains est la conséquence d'un refus historique. C'est-à-dire que, excusez-moi, est la conséquence d'un refus historique. Et il y a des classes politiques, il y a des classes sociopolitiques qui ont dit que ceux qui ont, ont élaboré une autre vision de nos relations avec l'Occident, avec le monde, cela a été des fous. Il n'était pas réaliste, il n'était pas pragmatique. Nous, les pragmatiques, nous disons que non, il faut collaborer avec l'Occident. Il faut faire ce que l'Occident veut. Ça va nous libérer. C'est l'échec qu'on voit là. Ça dure des siècles. Hein? Donc, les pragmatistes, là, et tous ceux qui disaient que non, les indépendantistes, les panafricanistes, tous ceux qui disaient non, étaient des rêveurs, étaient des extrémistes, ils ont eu le temps de faire leurs preuves. Et on voit l'échec. C'est-à-dire que cette collaboration, cette allégeance à l'Occident débouche sur une inflation historique, une inflation qui dure, une inflation durable, qui s'installe et qui devient une caractéristique de nos économies. C'est ça que j'ai dit. C'est ça l'échec. Pour parler du Cameroun, je vais dire que on voit là les limites du libéralisme communautaire, le projet que le président a porté. On voit les limites là, ce sont les limites claires. Que face à ces contraintes internationales, on n'a pas été capable de dépasser ça. De dépasser. Il a dit que plus que ça va faire, si on prend les réformes que nous mettons en œuvre sur les injonctions du FMI. En fait, 100 ans que ça dit, on est au 6e siècle.
Le résultat, c'est quoi? Toujours l'inflation. Toujours l'inflation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des acquis. Je suis le premier à reconnaître qu'il y a eu des acquis. Mais on voit bien les limites. Le président lui-même le reconnaît. C'est pour ça qu'il faut développer l'économie. Il faut libérer les véritables facteurs qui déclenchent ce qu'on appelle une capacité endogène à faire une économie pour notre propre compte. Il faut libérer ça. C'est ce que le président appelle le Made in Cameroun, oui. La production locale. C'est ce qu'ils appellent encore dans leur gromologie. Le Made in Cameroun, dont on connaît quand même tous les problèmes. Non, la substitution, c'est ce qu'ils appellent import. Import-substitution. L'import-substitution. Ce sont des gros mots, mais c'est ce que ça veut dire. Ils reconnaissent enfin que l'allégeance à reprendre, n'est-ce pas, sans réfléchir les modèles internationaux, ça conduit à l'inflation. Ce modèle, ça ne peut pas tenir, ça ne peut plus tenir. Vous n'allez pas demander aux populations tous les jours de faire preuve de responsabilité, alors que l'inflation ne fait que grandir. Et le SMIC qui n'augmente pas. Moi, je ne parle même pas du SMIC. Les revenus des gens n'augmentent pas. C'est pas ce qu'on appelle SMIC. Ça veut dire quoi? Ce sont des trucs, des gros mots pour tout. Ça veut dire quoi, SMIC? Est-ce que les revenus réels des gens augmentent? Non. C'est vrai qu'on a une grosse partie de notre économie qui est dans l'informel et qui permet la débrouillardise, les jonglages. Le président le sait. Il gère d'ailleurs ça très bien. Ça donne comment on dit ça? Ça donne un matelas d'atterrissage qui permet à notre économie de supporter des chocs. Et le président appelle ça la résilience. Mais cette résilience, oui, c'est le fait des mesures vigoureuses du gouvernement. On peut dire, parce que s'il n'y avait pas ça, on va dire qu'ils sont... On ne peut pas les empêcher de profiter de ça, de dire qu'on a fait... Donc la suppression à une époque des importations? Oui, mais tout le monde sait que tout ça, c'est parce que les Camerounais travaillent. C'est les Camerounais, en fait, qui sont résilients. Les Camerounais sont résilients. Et le gouvernement surfe dessus. Les Camerounais sont résilients. Le gouvernement surfe dessus. Le gouvernement... Notre pays a fait preuve de légèreté grave, à tout point de vue. Une légèreté grave qui explique en partie seulement, cette inflation qu'on vit. On aurait pu faire mieux. On aurait pu anticiper. Mais bon, moi, je ne suis pas de ceux qui chargent, qui mettent tout sur la tête de l'État. Nous, on fait la part des choses. Mais il y a des responsabilités qui sont claires. Et il est temps de changer de cap en matière de gouvernementalité. Je préfère ça au mot gouvernance. Il faut changer de cap. Il faut changer de cap. C'est-à-dire qu'il faut mettre le cap sur une vraie politique de promotion du Made in Cameroun, du Made Africa. Je pense que le président a voulu dire quand il nous demande d'exploiter les opportunités données par la zone de libre-échange. Oui. Encore, il faudrait bien voir ce qu'il y a dans cette zone de libre-échange. Mais non, c'est déjà ça. Quand il dit d'exploiter ça, c'est de deux côtés. Nous, on va trouver les marchés, mais il faut aussi qu'on exploite. Est-ce qu'il y a des produits africains? Est-ce qu'il y a des intrants au niveau de l'Afrique qu'on peut capter et amener chez nous qui nous coûteraient moins cher que les intrants européens, par exemple? C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on peut déclencher une véritable révolution nationale en encourageant les productions locales? Vous savez, quand on regarde le produit intérieur, le produit national brut du Cameroun, nous produisons beaucoup de choses, hein. Mais nous produisons ce que nous consommons pour pas. Pour l'extérieur. Voilà, on connaît tout ça. Alors que, par exemple, on peut réorienter les capacités productives du pays dans le sens de satisfaire d'abord le marché national. Il faut faire ça. D'accord. Il faut le faire. Ces capacités sont là. C'est ce que nous appelons le caractère néocolonial de notre économie. C'est ce que nous appelons la structure néocoloniale de l'économie camerounaise. À savoir que, n'est-ce pas, les forces productives sont captées par des puissances économiques coloniales et néocoloniales qui pillent pour exporter les richesses. C'est-à-dire on envoie ça à l'étranger. Beaucoup d'argent, beaucoup de milliards, des milliers de milliards sortent chaque année de notre pays pour aller enrichir les plateformes financières internationales et économiques internationales. Comment faire pour que ça reste ici? Comment faire pour que le travail, la rémunération du travail national reste sur place? Je pense que la réorientation de l'action gouvernementale, de notre point de vue, devrait être faite dans ce sens-là, si on veut juguler l'inflation. D'accord, nous allons aller au pas de course et je vais vous inviter à prendre le prochain papillon. Ressources minières. Ressources minières, le président Paul Biya a donc fait un arrêt notoire parlant de la signature de plusieurs conventions minières et le démarrage de plusieurs travaux. Je vais vous inviter d'ailleurs à écouter cet extrait du président de la République. Dans la perspective de diversifier les sources de revenus de l'État, j'ai autorisé le démarrage de 3 projets d'envergure qui visent à développer notre potentiel minier, à structurer notre économie et à créer des emplois.
Je voudrais m'y attarder un peu. S'il est vrai que notre pays dispose d'un sous-sol riche en ressources minières, le secteur minier hors pétrole ne contribue qu'à hauteur de 1% du produit intérieur brut. En développant la mine solide, nous pourrons assurer le relais des hydrocarbures dont les stocks s'amenuisent et disposer de ressources financières supplémentaires qui pourront être affectées au financement de nos investissements. L'année 2023 sera donc marquée par le démarrage des travaux relatifs à l'exploitation du minerai de fer de Kribi-Lobé. Ce projet prévoit notamment la construction d'une usine d'enrichissement du fer, d'un pipeline d'environ 20 km et d'une centrale de production d'énergie de 60 MW. Nous engagerons également l'exploitation du gisement de fer de Malam-Nabeba. Les retombées attendues sont immenses, dans la mesure où notre pays bénéficiera, entre autres, d'une ligne de chemin de fer de 540 km entre Nabeba au Congo et le port de Kribi, où sera édifié un terminal minéralier. Le troisième projet a trait à l'exploitation du fer de Bipindi, Grand Zambie, avec à la clé le développement d'un complexe sidérurgique pour la transformation locale du fer. La construction d'un pipeline et de plusieurs infrastructures de base au bénéfice des populations. Une étape décisive a déjà été franchie dans la réalisation de ces différents projets, avec la signature des conventions minières y afférentes et l'octroi de permis d'exploitation aux entreprises adjudicataires. C'est donc un extrait du président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui parle donc de ces avancées en termes d'exploitation minière au Cameroun et surtout de la signature de ces prochaines conventions minières au Cameroun. Il y aurait donc un espoir. Oui, oui, évidemment. C'est un tournant révolutionnaire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que jusqu'à présent, nos pays, on a misé sur les ressources budgétaires de l'État. Et on voit bien que ces ressources-là, à l'horizon, s'épuisent. Parce que si vous surtaxez à un moment donné la même assiette fiscale, parlons comme ça, que ce soit la fiscalité de porte ou d'assiette, ça se fatigue. Puisque en réalité, l'assiette des contribuables ne s'élargit pas beaucoup dans notre pays à cause du caractère néocolonial de notre économie, qui bloque une explosion des richesses. Alors quand le président nous dit qu'on est un pays qui a un sous-sol riche, mais la valeur dans l'économie nationale ne dépasse pas 1%. Ça veut dire qu'on n'a pas exploité jusqu'à présent. Alors il dit, on va exploiter. Il y a 3 grands méga-projets d'envergure qui vont donner des capacités à l'État d'investir, de financer l'investissement national par lui-même. C'est une révolution. C'est une révolution. Parce que là, on va commencer à miser sur les ressources extra-budgétaires. C'est une révolution. Et c'est lancé, ça se déclenche dans un contexte international qui valorise les matières premières. Si on sait négocier, si on sait gérer ça. C'est ça aussi l'avantage, puisque le conflit en Ukraine n'a pas que du mauvais. Ça ouvre de nouvelles opportunités pour les pays qui ont de la matière première à vendre et modifier les rapports de force dans la négociation, n'est-ce pas, au niveau des marchés, des matières premières. Parce que hier, c'était un marché captif, confisqué par l'Occident, qui imposait ses conditions. Mais avec ce qui se passe en Ukraine, il y a des opportunités qui s'offrent à nous. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut s'assurer. Et tout à l'heure, il y a un lien avec ce que j'appelle les capacités gouvernementales. Parce que hier, les mêmes projets ont été bloqués par l'inertie, la corruption et l'irresponsabilité des hauts fonctionnaires qui étaient censés gérer ces projets. Des mesures avaient été prises pour démanteler cette infrastructure de la délinquance d'État, de la criminalité d'État, du banditisme d'État qui bloque nos projets et avale les ressources du pays par la corruption. On connaît ça.
Donc, est-ce que ces grands projets, ces méga-projets, peuvent être portés par une structure gouvernementale qui a fait ses preuves en matière d'inertie, en matière de corruption et en matière d'irresponsabilité? Cette question, le président doit la résoudre. D'accord. Prenez le prochain papillon, Bandakani. Je crois bien, eau et énergie. Eau et énergie, bien sûr, le président de la République, Paul Biya, en a fait mention dans son discours. Nous parlions tout à l'heure d'augmentation des frais d'électricité. Eh bien, Paul Biya, le président, nous dit qu'en 2023, ce sera qu'un lointain souvenir. Pourtant, nous sommes en plein dans l'augmentation des frais d'électricité. C'est vrai qu'il a signalé plusieurs chantiers qui seront donc opérationnels en cette année 2023. Je vais vous inviter encore à écouter cet extrait du président. En dépit de ces contraintes liées à la conjoncture internationale, des progrès réels ont été enregistrés en matière de fourniture de l'électricité. C'est le cas du raccordement de la région de l'Est au réseau interconnecté Sud et de la mise en service de la ligne d'évacuation d'énergie de Nyabizan à Yaoundé, permettant désormais d'injecter la totalité de la production du barrage de Mevele dans le réseau électrique. La situation dans ce secteur essentiel connaîtra une amélioration considérable en 2023 avec la mise en service de la première phase du barrage hydroélectrique de Nachtigal et le démarrage des travaux de raccordement du réseau interconnecté Sud au réseau interconnecté Nord. Nos efforts visant à renforcer la qualité et la quantité de l'offre énergétique vont s'intensifier à la faveur de la construction de nouvelles infrastructures énergétiques et le développement de l'énergie solaire, en particulier dans la partie septentrionale de notre pays. L'accès de nos populations à l'eau potable demeure l'une de mes principales préoccupations. L'achèvement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de... On revient donc sur ce secteur eau-énergie, un secteur quand même assez délicat qu'on n'a pas encore réussi à baliser de façon claire au Cameroun. Oui, il faut saluer le volontarisme présidentiel qui ne se fatigue pas. Parce que ce sont des grands projets qui ont duré pour certains 15, 20 ans, 10 ans pour mettre en œuvre. C'est quand même un déficit en matière de capacité à diligenter la mise en œuvre de grands projets qui est inquiétant. Donc, mais il faut saluer le volontarisme présidentiel. Mais je crois que là, maintenant, sont clairs. Le président lui-même reconnaît que ça devient préoccupant. C'est préoccupant. Les Camerounais n'ont pas accès à l'eau potable. Ils n'ont pas accès aux biens vitaux de base. Et sans l'accès à ces biens, une économie moderne n'est pas possible. Donc c'est un grand défi à relever. Le projet PAEPSI, si mes informations sont bonnes, je crois que c'est ça qui va aboutir. C'est ça dont le président parle. Pour la fourniture à Yaoundé. Ça dure, ça fait quand même longtemps que ce projet est lancé. Une fois de plus, l'inertie et les manœuvres de corruption ont retardé la mise en œuvre. Mais ce sont des bons projets. Le président a dit qu'il va s'occuper de la ville de Douala. Il va lancer un méga projet pour nous fournir de l'eau à Douala. C'est bon. Mais, une fois de plus, c'est toujours le même appareil gouvernemental qui va faire les projets là. Ou bien il faut revoir cette affaire. Moi je dis, le défi il est là. Hein. Le défi il est là. Est-ce que quand on voit les performances de notre administration en la matière, c'est inquiétant? Peut-être le président a une technique qu'il ne nous a pas dit pour qu'on ait de la performance, pour atteindre les objectifs qu'il est en train de fixer là. Je ne sais pas. Mais je constate qu'en la matière, les performances du gouvernement camerounais sont faibles. Donc, il y a des grands projets que le président a initiés depuis. Lompanga, Menvele, on est content que là maintenant, n'est-ce pas, avec l'interconnexion de l'Est dans le réseau Sud, on va pouvoir injecter toute l'énergie qui est produite à Menvele. Il y a Lompanga, il y a Nachtigal. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de présenter ma biographie, vous avez rappelé à juste titre que grâce à l'action que nous avons menée contre le délestage, oui, le gouvernement camerounais a pris celui de lancer un grand plan pour aménager nos capacités en fourniture
de fourniture en énergie électrique pour augmenter la puissance installée en la matière. Bon, on a vu, ça a pris du temps. Moi, j'appelle la campagne anti-délestage que nous avons lancée ces années 2000-2002. Mais ça a pris du temps, vous voyez. On est pratiquement à 10, 15 ans pour mettre ce projet. On aurait pu faire mieux. Ailleurs, ça prend 3 ans, hein. Ailleurs, ça prend 5 ans au trop. Oui. Mais pourquoi chez nous, ça prend 10? Pourquoi ça prend 15? D'ailleurs, je ne fais que reprendre les inquiétudes du président, qui dans un discours rappelait que, mais ailleurs, dans d'autres pays africains, avec moins de capacités théoriques, les gens font mieux. Pourquoi chez nous, avec les capacités sur le plan théorique établi en termes de capacité, de performance, n'est-ce pas, potentiel, pourquoi on n'arrive pas à faire autant que ces pays-là? Bon, quand le président lui-même pose la question, c'est inquiétant, parce que c'est à lui que nous pose la question. Nous poser la question. Mais quand on lui pose la question, c'est inquiétant. Ça veut dire que le mal est profond. On peut également parler aussi du secteur des travaux publics dont le président de la République en a fait mention. Il parle de 860 km de routes et 460 mètres linéaires d'ouvrages d'art qui ont été construits ou réhabilités. Il a également mentionné des infrastructures routières qui ont été inaugurées. On parle aussi du pont sur la Cross River, du bitumage de la section de Runale-Natibati-Ngat. Ce sont donc autant d'ouvrages qui ont été inaugurés en 2022, mais beaucoup reste aussi encore à faire. Le pont sur le Cross River, dont le président parle, si mes informations sont exactes, là encore il y a eu beaucoup de problèmes. Pour notre partenaire nigérien a dû faire preuve aussi de beaucoup de volonté pour supporter les spécificités camerounaises en matière d'inertie, en matière comment on dit ça, les camerouniaiseries gouvernementales au niveau du gouvernement. Ça n'a pas été facile, mais bon, il y a le pont, c'est bon. Les routes, l'augmentation de l'offre en matière de construction des routes que le président signale, c'est une bonne chose. Mais là encore, on dit, mais trop de temps. Il y a beaucoup d'avenants. On dit, il faut tel milliard, tel nombre de milliards pour un projet en cours de chemin. On double. On triple en cours de chemin, ce n'est pas toujours justifié, ça prend du temps. C'est ça qui est le problème. Qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau? Vous voyez, c'est pour ça que nous on dit que pour que les projets présidentiels, pour que ces méga projets présidentiels qui rentrent dans le cadre du slogan des grandes opportunités que le président nous a servi à l'élection de 2018, vous vous appelez bien Cameroun des grandes opportunités. Oui. On a l'impression que c'est maintenant que ça démarre. Depuis 3 ans, en dehors des chocs exogènes, mais le président ne parle pas des chocs endogènes. Ces chocs viennent de quoi? C'est l'opposition systémique qui est entre le gouvernement et le président. En tout cas, nous, on voit ça. Hein. Il y a une opposition systémique entre le gouvernement et le président. Mais le président fait des grands projets, il a des bonnes orientations, il s'implique même pour aller chercher les financements, il les boucle. Mais quand il faut implémenter, on ne connaît pas le grand diable qui sort et bloque l'implémentation de projets. Ça, c'est un choc endogène. Il faut répondre à ce choc-là. Une fois de plus, je fais confiance au président. Je n'ai rien pour remettre en cause ses capacités. Je fais confiance au président, mais c'est un problème. Et on voit ça dans la mise en œuvre d'un projet. Et ça nous coûte cher. Ça fait qu'à la fin, Madame Dongo, vous vous rendez compte que vous faites des prêts, vous avez les délais de remboursement. Mais si vous durez dans la mise en œuvre du projet, et avant que le projet ne soit réalisé, mais le traitement de la dette en matière d'intérêt va tripler, va doubler, va tripler. Ce sont des surcoûts que le pays supporte. Et on entre dans un cercle vicieux de la dette. Or, ce n'est pas ça le projet. Il est question, quand vous faites un prêt, il faut que l'amortissement, le délai d'exécution et le cycle d'amortissement, il doit avoir de la cohérence. Mais quand il y a de l'incohérence à l'intérieur, ça coûte très cher. Et souvent, même quand on met en œuvre, quand finalement on inaugure l'ouvrage, une bonne partie est déjà endommagée. Tellement le temps d'exécution a mis long, que souvent même le temps d'exécution coïncide même avec le délai d'amortissement. C'est pas bon. D'accord. Je vais vous inviter... Ce sont des sous-performances. Il faut régler ça. Je vais vous inviter à prendre le 6e papillon. Vous voyez bien que nous sommes au pas de course désormais. Oui, je vous en prie. 6e papillon qui dit... L'accalmie. Accalmie. Accalmie. Le mot est donc revenu dans le discours du président de la République, Paul Biya, son discours d'adresse de fin d'année à la nation camerounaise, en référence bien sûr à la situation actuelle dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Le président Paul Biya qui parle donc d'une accalmie. Non, mais sur cette action, il faut saluer le président. Il a été, vous savez, en matière de politique, en matière de diplomatie, de politique extérieure, les grands intérêts souverains de l'État, le président, il est très fort. Sa grande expérience, son génie est reconnu en la matière. Écoutez le discours du corps diplomatique. Ben, c'est qu'on dit à l'occasion de la présentation des vœux. Vous savez, l'image que nous avons même de notre pays
l'image intérieure peut nous amener à oublier les bonnes choses qu'il faut conserver. Parce que j'ai appelé la critique politicienne. J'appelle souvent ça l'antibiaïsme primaire, empêche de voir les bonnes choses, les bons acquis. Et c'est le corps diplomatique qui nous rappelle ça. Quand vous voyez le discours, allez sur ce discours. Ce qu'on pense du Cameroun, ce qu'on pense de l'action extérieure du président, de l'action diplomatique du président, et même de l'action au niveau national. Sur la question, c'est de la calmie, oui. Le corps diplomatique assimile les actions de l'Amazonie à du terrorisme. Ça, c'est une victoire diplomatique du chef de l'État. C'est clair, il y a consensus diplomatique sur la question. C'est ça le discours du corps diplomatique. Le corps diplomatique reconnaît que les orientations que le président propose sont les bonnes, mais demande au président, en la matière, d'implémenter, de concrétiser les résolutions du grand dialogue, et en particulièrement sur la question des NOZO, le statut spécial. On dit au président, il faut concrétiser ça, pour que, j'utilise les mots, pour que la majorité modérée, ça ce sont les mots du doyen du corps diplomatique, la majorité modérée dans ces régions-là ait des arguments pour continuer à marginaliser les extrémismes. C'est ce qu'on dit au président. Dans ce niveau, le corps diplomatique reconnaît qu'il y a encore des choses à faire, que l'agilité de l'administration camerounaise à concrétiser les résolutions du grand dialogue sont sujets à caution. C'est ça le problème. Oui. Ils ont même cité le House of Thief, ils ont cité, le corps diplomatique a cité la question. Donc certes, il y a accalmie, mais une fois de plus, la même question se pose. Est-ce que ce gouvernement, est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a vraiment une adéquation entre les exigences en termes de rythme, le rythme d'accomplissement des projets. Je ne suis pas de ceux qui nient les contraintes internationales, d'ailleurs on le sait, les positions sont connues là-dessus. Mais quand même, il faut développer une capacité à booster le rythme du gouvernement, à répondre à des urgences, à des situations imprévues. Et en la matière, en ce qui concerne le NOZO, il y a beaucoup à dire. Là encore, la corruption opère. Les gens ne veulent même pas, il y a des réseaux de l'État qui ne veulent même pas que la guerre la finisse. De la guerre. Très bien, vous êtes poli, mais disons ça autrement. Il y a des gens qui ne veulent pas que cette guerre s'arrête. Il y a des gens qui sont envoyés là-bas au bout de 3-4 mois, ils construisent des immeubles à Yaoundé. Ouais, donc il y a une économie de la guerre qui s'installe et qui entretient la crise. Et qui savent même les efforts du président. Ce n'est pas facile pour le président, ce n'est pas facile, ce sont des crises graves. Parce que ça mêle des complots internes et externes. Mais il revient au chef de l'État de tirer les leçons de ce cycle gouvernemental, de ce cycle de l'action gouvernementale, pour que, n'est-ce pas, il y ait une réponse qui épouse les changements géopolitiques globaux et qui traduise donc dans l'accélération, il faut accélérer les réponses, n'est-ce pas, de l'État à ces chocs-là, à ces chocs. Et la crise du NOZO, c'est un choc, n'est-ce pas, en la matière. La réalisation me fait de grands signes. Et ça fait plaisir. La réalisation me fait de grands signes, mais on prendra quelques minutes. Ce serait une grosse erreur que de ne pas faire passer le round-up de l'actualité de la semaine. C'est bien la coutume dans cette émission, le Grand 7. Et bien sûr, notre guide habituel, Audrey Melingui, nous mène sur le continent africain pour voir ce qui aura fait l'actualité dans les pays africains sur cette première semaine de l'année 2023. Audrey Melingui, bonjour. Bonjour Marivonne et bienvenue à ce round-up de la semaine. Après la diplomate onusienne Barbara Manzi, c'est au tour de l'ambassadeur Luc Alaud de quitter le Burkina Faso. Les autorités burkinabées ont demandé à la France de rappeler son représentant dans le pays à travers une lettre transmise au Quai d'Orsay qui a fuité sur les réseaux sociaux le 2 janvier dernier. Jusqu'ici, les autorités ne se sont pas prononcées sur les raisons qui ont motivé leur requête, mais une certaine opinion estime que les propos tenus par Luc Alaud sont à l'origine de cette décision. Ce 2 décembre 2022, les transports publics à Tunis ont été perturbés par une grève. Les agents de la Trans-Tu, principale société de transport du pays, ont manifesté afin de dénoncer leurs conditions de travail. Le ministère du Transport et la Fédération générale du transport de ce pays ont signé un accord qui a permis de rétablir le réseau ce 3 janvier. Un mois après l'agression physique de la députée sénégalaise Amy Diagne par ses 2 collègues en pleine séance parlementaire,
Ces derniers ont été condamnés par le tribunal à 6 mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à des amendes pécuniaires. Samia Suluhu Hassan rompt avec une décision prise par John Magufuli, son prédécesseur au pouvoir entre 2015 et 2021. La chef de l'État lève l'interdiction du rassemblement des partis politiques d'opposition dans le pays, jusqu'ici en vigueur. Elle a déclaré lors d'une rencontre le 3 janvier au palais présidentiel avec les représentants des formations de l'opposition, je cite, « Vous êtes tous libres de critiquer le gouvernement ». L'actualité camerounaise a tout aussi été riche cette semaine. Le train du deuxième trimestre de l'année scolaire 2022-2023 a véritablement quitté la gare ce 3 janvier 2023. Les élèves du primaire et du secondaire ont renoué avec les cours après 2 semaines de repos. La communauté éducative met les bouchées doubles pour des résultats probants en fin d'année. Et puisque nous parlons d'éducation, vous avez certainement entendu parler de cette rumeur sur les réseaux sociaux. Des frais universitaires qui auraient augmenté pour les étudiants camerounais inscrits dans les établissements publics. Information démentie par Joël Narcisse Moyolo de la cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur. Le gouvernement affirme donc que les frais universitaires restent inchangés. De l'éducation à la santé, 150 000 €, soit 100 millions de francs CFA pour contrer les épidémies de choléra et variole du singe au Cameroun. Un don de l'Union européenne pour aider le pays à mener une campagne de santé publique et de distribution d'eau et d'articles d'hygiène aux familles les plus vulnérables. Une aide qui se veut bénéfique pour le Cameroun, même si Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, déclare que tout est sous contrôle. Depuis le 2 janvier 2023, après l'entrée en vigueur de la loi de finances, les entreprises forestières en activité au Cameroun ont suspendu les déclarations en douane relatives aux opérations d'exportation des bois et grumes à partir du Cameroun. Elles protestent contre la hausse des impôts qui est de plus en plus asphyxiante pour leurs activités. Et toujours au rang des changements enregistrés pour cette année, figure la hausse des prix des droits de timbre sur les passeports et autres documents. La Direction générale des impôts, qui se fie à la loi de finances 2023, a tenu à le repréciser aux concernés, qui sont les voyageurs. Les visas destinés à plusieurs entrées et sorties valables de 0 à 6 mois et ceux supérieurs à 6 mois coûtent désormais respectivement 100 000 et 150 000 francs CFA pour les visas normaux. Les visas express des catégories suscitées coûteront quant à eux 150 000 et 200 000 francs CFA. Du nouveau concernant l'Assemblée élective de l'Ordre national des médecins, celle qui avait été renvoyée le 29 septembre dernier du fait de l'absence de fichiers électoraux, suscitant des tensions entre électeurs et candidats, a une nouvelle date, celle du 18 janvier prochain. Mais bien avant, une opération de toilettage de la liste électorale a eu lieu ce 6 janvier. Merci à Audrey Melingui pour ce round-up de l'actualité de la semaine. Merci également à Bandakani, qui, je le rappelle, est président du parti d'opposition, le Nouveau Mouvement Populaire. C'est bien le NMP. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau cet après-midi. C'était partagé. J'ai eu en face de moi une brillante journaliste. Merci en tout cas pour la faveur que vous nous donnez. Et permettez-moi, chers téléspectateurs, de me lever en guise de reconnaissance, en guise de respect, en guise d'engagement pour cette nouvelle année qui demeure. C'est un plaisir de vous conduire tout au long de cette année 2023. Je dis merci à toute l'équipe technique rassemblée derrière qui se démerde au quotidien pour que nous soyons bien présents à l'antenne. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une toute nouvelle production. En attendant, nos programmes se poursuivent bien sur Dash News. Allez, à bientôt.